Je vais vous présenter un article sur les modèles de pratique contemporaine et les résultats des traitements endovasculaires des ischémies aiguës de membres. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous répéter la définition de l'ischémie aiguë de membres. On en a parlé la semaine dernière. C'est juste que c'est une urgence vasculaire dont l'incidence est en diminution, mais qui reste, qui a quand même des taux élevés avec 1,5 pour 10 000 personnes touchées par an, et qui a encore jusqu'à aujourd'hui des taux de mortalité et d'amputation majeure assez importants. Euh, Aujourd'hui, les traitements endovasculaires sont de plus en plus utilisés avec leur développement pour les ischémies aiguës de membres. Euh, Ça a été prouvé qu'il y a moins de complications per-op et pas plus de risque d'amputation avec des traitements endovasculaires. Sauf qu'on a très peu d'études sur ces traitements endovasculaires et sur les facteurs prédictifs en fait, de mauvaise évolution post-opératoire après des traitements endovasculaires des ischémies aiguës de membres. Donc l'objectif de cette étude, c'était d'évaluer les résultats des traitements endovasculaires des ischémies aiguës de membres à partir d'un registre national multicentrique donc aux États-Unis. Et d'identifier les facteurs de risque de mortalité, ça c'était un objectif secondaire. Les facteurs de risque de mortalité toute cause et d'amputation majeure post-traitement endovasculaire des ischémies aiguës de membres. Pour faire cette étude, ils ont fait une étude multicentrique sur 93 centres aux États-Unis. C'était une étude qui était rétrospective et qui se servait d'un registre, le National Cardiovascular Data Registry, Peripheral Vascular Intervention Registry, désolé pour l'accent. Et donc, c'était une étude sur 6 ans. Et ce registre, en fait, c'est un registre national qui comprend en fait les patients qui ont été traités par des thromboendartérectomies carotidiennes, des stenting carotidiens et des traitements endovasculaires des AOMI. Les critères d'inclusion des patients, c'était des patients qui étaient traités euh, pour des ischémies aiguës de membres par des techniques endovasculaires. Les critères d'exclusion, c'était les patients traités par des techniques endovasculaires sur d'autres pathologies. Les patients aussi avec un stade 3 de la classification de Rutherford des ischémies aiguës, une viabilité de membre qui était irréversible ou alors une classification de Rutherford qui était manquante. Le critère de jugement principal, c'est un critère de jugement composite entre l'amputation majeure, post-traitement endovasculaire des ischémies aiguës de membres et mortalité toute cause, donc c'était composite. Et par contre, comme critère de jugement secondaire, c'était les amputations majeures et la mortalité toute cause, mais de manière indépendante. À côté de ça, ils ont étudié beaucoup de facteurs prédictifs, notamment donc, les maladies pulmonaires sévères, l'insuffisance rénale chronique terminale, l'AOMI préexistante, la classification de Rutherford, etc. Voilà, ils ont utilisé un petit P inférieur à 0,05, un Ki2 comme test, et enfin, bon, voilà, des tests statistiques, et c'était une régression logistique multivariée. Donc, dans les résultats, dans la population qui a été étudiée, on voit bien sur ce tableau des caractéristiques à baseline qu'il y avait 60% d'hommes et la plupart étaient des hommes blancs. Voilà. À côté de ça, c'était une population qui globalement avait des facteurs de risque cardiovasculaire euh, qui étaient, enfin, beaucoup de facteurs de risque cardiovasculaire, dont le diabète, l'hypertension, le tabagisme actif et puis dyslipidémie. Il y avait 3541 patients qui étaient inclus euh, pour une base de données de 45 000 patients.
Et donc, sur ces 3541 patients, le critère de jugement composite principal était présent chez 5,9% des patients. Si on sépare les deux, donc pour le critère de jugement secondaire, on avait la mortalité toute cause post-traitement endovasculaire des ischémies aiguës de membre à 3,7% et d'amputation majeure à 2,2%. Et donc, dans ces résultats, avec les facteurs de risque prédictifs qui étaient étudiés, on avait une réelle différence chez les patients qui avaient une hémoglobine de base qui était basse, qui avaient avant, en préopératoire, donc qui avait une maladie sévère pulmonaire, qui avait une viabilité de membre qui était de classe 2B par rapport à une viabilité de membre qui était de classe 1 sur la classification de Rutherford. Et à côté de ça, les maladies rénales chroniques aussi jouaient sur la mortalité toute cause et l'amputation majeure de membres. Par contre, on voit bien ici sur ce tableau que le fait d'avoir une AOMI préexistante n'était pas un facteur de risque de mortalité toute cause ou d'amputation majeure. Et dans la littérature, on voit aussi que les femmes avaient plus de risques d'amputation majeure et de mortalité toute cause post-ischémie aiguë de membre. Et ici, dans cette étude, ça n'a pas été prouvé. On le voit au-dessus de l'hémoglobine dans ce tableau. À côté de ça, en fait, ils ont regardé aussi l'association de ces quatre facteurs de risque, donc l'hémoglobine basse, la maladie pulmonaire sévère, la classe 2B de Rutherford et les maladies rénales chroniques terminales. Et en fait, il voit que l'association de plusieurs facteurs de risque, elle augmentait la mortalité toute cause et les amputations majeures. Euh, En plus de ça, donc ils ont fait des tendances temporelles et ils ont regardé si le critère de jugement principal augmentait sur les années qui avaient été étudiées. Et en fait, ça n'augmentait pas de manière significative. Par contre, les amputations majeures, si on les regarde toutes seules, elles étaient plus importantes au fil du temps. Ça, il l'explique par des patients qui étaient sélectionnés pour des traitements endovasculaires qui étaient plus graves avant en préopératoire en fait. Euh, à côté de ça, on voit aussi que on voit aussi que les patients qui étaient traités au fil du temps avaient de moins en moins d'axes de jambes. Ils étaient, le volume, le produit de contraste, le volume de produit de contraste utilisé était de moins en moins important et le temps de scopie était aussi moins important. Et donc ça nous montre à quel point on est de plus en plus bon sur les traitements endovasculaires des ischémies aiguës du membre. Et donc, pour ce qui est de cette étude, ses points forts, en fait, c'est que elle fait partie des plus larges études sur les résultats du traitement endovasculaire des ischémies aiguës de membre. C'est également la seule qui se focalise exclusivement sur l'endo. En même temps, c'est un point fort, en même temps, c'est un point faible, parce qu'en en fait, ils étudient que les traitements endovasculaires des ischémies aiguës de membre. Il y a beaucoup de patients qui ont été inclus dans cette étude, donc plus de 3000, alors que l'étude qui a eu le plus de patients après celle-ci, c'est l'étude Nathalie qui était entre 1989 et 1999 qui étudiait donc, la thrombolyse dans l'ischémie aiguë de membre et il y avait seulement 1000 patients, plus de 1000 patients. En plus, ils ont étudié 93 centres qui étaient très variés, avec des volumes de patients qui étaient plus ou moins importants. Et contrairement à l'étude, par exemple, Nathalie, où
où les événements indésirables étaient, enfin les amputations majeures et la mortalité toute cause était à 25%. Dans cette étude, on avait moins d'effets indésirables avec donc une mortalité toute cause et des amputations majeures à 6%. En plus de ça, on avait moins d'amputations majeures, avec 2% d'amputations majeures dans notre étude, contre, dans la littérature, 15 à 19% en post-ischémie aiguë. Par contre, c'est une étude qui est rétrospective. Comme j'ai dit, elle étudie seulement le traitement endovasculaire et euh, ils étudient les techniques qui sont utilisées dans ces traitements endovasculaires, mais ils parlent pas du matériel qui est utilisé. Et ça, c'est parce que en fait, dans le registre, les données n'étaient pas disponibles. En plus de ça, la population étudiée, donc c'est en majorité une population blanche. Et pour 60% des cas, c'était des hommes. Donc, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que l'ischémie aiguë de membre, c'est une urgence vasculaire, avec encore aujourd'hui des taux élevés d'amputation majeure et de décès. Et on utilise de plus en plus les traitements endovasculaires pour le traitement de l'ischémie aiguë. Dans cette étude, qui est une des plus vastes études sur le traitement endovasculaire pour l'ischémie aiguë de membre, on retrouve donc le taux d'événements indésirables en post-opératoire de ces ischémies aiguës de membre. Et donc, elle nous a permis de voir certains, enfin euh, de, d'introduire certains facteurs prédictifs d'événements indésirables qu'on n'avait pas avant dans la littérature, comme par exemple les maladies pulmonaires sévères ou encore donc, le taux d'hémoglobine bas en préopératoire. Et donc, ça nous permettrait, en fait, enfin, il nous faudrait plus de recherches pour trouver des critères de sélection euh, pour des patients qui seraient traités plutôt par traitement endovasculaire que par d'autres traitements, donc soit hybrides, soit euh, en open, pour une meilleure prise en charge des patients en ischémie aiguë de membre. C'est assez intéressant. Ouais. Ils ont pas beaucoup de complications, les amputations, ouais, il est très bas. Et pour un nombre de patients qui est quand même assez élevé, donc ouais, c'est plutôt pas mal. Et c'est vrai qu'il y a probablement une sélection des patients traités en endo qui sont pas des AVS compliqués. Ouais. Ouais, ils en parlent pas exactement enfin, ils parlent de la sélection des patients parce que, enfin, forcément, déjà dans cette étude, enfin, ils sélectionnent des patients avec une viabilité qui est quand même bonne. Voilà. Plus pour les amputations du truc, mais statistiquement, le truc il descend. Voilà. Mais il détaille un peu les critères anatomiques ou de thrombose qu'ils ont pu choisir des traitements endo. Alors, pas les critères qui ont fait choisir les traitements endo, mais oui, ils détaillent les lésions préopératoires, en fait, dans un petit tableau. Et en fait, ils disent que ceux qui avaient les moins bons résultats, donc avec le plus de mortalité toute cause et le plus d'amputations majeures, c'était ceux qui avaient le moins d'axes de jambes avant la chirurgie. Et puis ceux qui avaient aussi des lésions iliaques et fémorales communes étendues. Voilà. Mais après, j'ai un petit tableau qui va peut-être plus le mettre. Désolée. Et il détaille pas les techniques endovasculaires. En fait, il parle donc en gros, il y a thrombolyse, il y a thrombectomie mécanique, il y a stenting et il y a ballon seul. Stenting seul et ballon seul. Et donc, ça, ils l'ont étudié et il n'y a pas de tableau là-dessus, mais en gros, il montre que la thrombectomie a le plus de taux de mortalité toute cause et d'amputation majeure. Ensuite, il y avait le stenting seul, la thrombolyse ensuite, et après le ballon seul, et ensuite c'était les autres techniques. Et à côté de ça, il y avait 30% dans l'étude de thrombolyse qui était réalisée et 4% de thrombectomie mécanique. 4%, ouais.
C'est-à-dire que thrombose, il n'y a pas plus d'éléments dedans. Bah, en gros, ils ont beaucoup plus d'hémorragies, ça ils le disent, mais c'est pas, enfin, dans l'étude, c'est pas des hémorragies. Enfin, bon, ça c'est pas dans les critères de jugement. Des balcons intracérébrales. Mais pour le coup, en fait, il y a plus d'hémorragies, mais pas plus d'hémorragies qui engagent le pronostic vital. Donc, voilà. Merci à vous. Mais non, c'est bon, je crois Je crois que c'est soit tu veux. Ah oui, vas-y. Par une semaine, voilà.